Moi, je vais vous parler des différences où peut-on distinguer la maladie à corps de Lévy de la maladie de Parkinson. En fait, vous allez voir, on pourrait faire la même présentation sur maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer, et même sur maladie à corps de Lévy et troubles bipolaires évolués. Donc tout ça, ce sont des spectres, et c'est beaucoup moins en silo que ce que l'on pense. Donc, juste un petit rappel pour vous montrer que les maladies neurodégénératives, en fait, se caractérisent toutes, quelles qu'elles soient, par l'accumulation de protéines anormales, soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière, soit dans les deux. Et c'est vrai aussi pour, par exemple, les maladies dégénératives de la rétine. Donc elles s'accumulent pendant des années, ces protéines. Le cerveau, au début, arrive à les éliminer, puis peu à peu, le système d'élimination est dépassé. Ça crée une surcharge et ça stresse la cellule, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à fonctionner normalement et au bout de plusieurs années, eh bien, elle meurt. Donc c'est ce qui se passe, les neurones pendant des années résistent, les réseaux résistent et puis au bout d'un moment, ils ne peuvent plus résister, ils ne peuvent plus éliminer, donc ils meurent. Donc c'est un processus qui est extrêmement lent. Non, le pointeur ne marche pas. Ah si. Voilà. C'est un processus qui est extrêmement lent et ici c'est un exemple des différentes protéines qui se déposent parce que ces protéines ne sont pas toujours les mêmes en fonction de si c'est une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, une maladie à corps de Lévy, bref, passons. Donc vous voyez, il y a plusieurs protéines et la topographie de ces protéines est différente dans le cerveau en fonction de leur nature. Donc ça, c'est la théorie. Et la théorie veut qu'on distingue très bien dans les livres, quand on enseigne, quand on fait des formations, toutes ces maladies. Et c'est assez clair dans les livres. Dans la réalité, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y a deux grands groupes avec à gauche les troubles cognitifs. Vous voyez ici ce grand cercle. Oui, à droite, on va dire le syndrome extrapyramidal, syndrome parkinsonien, que je vais résumer plus simplement en symptômes moteurs. Et puis, on essaye de faire rentrer les différentes maladies dans les différentes cases, mais vous voyez, certaines sont dans plusieurs cases. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas si simple. C'est un petit peu plus compliqué pour la maladie à corps de Lévy et notamment pour les fluctuations, mais globalement, ce n'est pas très simple dans la pratique clinique courante, même si dans la majorité des cas, on a des tableaux cliniques qui sont assez typiques. Donc aujourd'hui, on va parler de maladie à corps de Lévy et maladie de Parkinson. Donc on va se focaliser sur ces deux-là. C'est effectivement fluctuant, hein. Je pense qu'on peut le dire. Bon, alors peut-être c'est ça. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux pathologies-là parce qu'elles ont en commun, et ce ne sont pas les seules, des dépôts d'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine qu'on a tous, qui se trouve dans la membrane de certains neurones et qui va aider cette protéine à ce que nos neurones communiquent entre eux. Je vais vous montrer un schéma très simple tout à l'heure. En fait, nos neurones, ils sont en contact par des synapses, et on envoie des vésicules, et l'alpha-synucléine va permettre aux vésicules de libérer le neurotransmetteur, c'est-à-dire la petite molécule qui va faire qu'elles vont se parler. Donc de façon un petit peu plus poussée et scientifique, en fait les protéines, quand elles sont en configuration normale, elles sont comme ça, et puis quand elles vont finir par s'agréger et prendre une conformation dite anormale, elles deviennent comme ça. Donc elles vont s'accumuler, s'accoler, et je prends souvent l'exemple en cours, mais là je n'ai pas la possibilité, une protéine normale, on va dire qu'elle est comme ça, et quand elle devient anormale, elle est comme ça. Ce qui fait que le neurone, il a du mal à l'éliminer. Et donc, ça va s'accumuler en ce qu'on appelle des corps de Lévy, qui sont ici et qui sont en fait formés de fibrilles de protéines anormales. Et ça, le neurone, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà, donc voilà le schéma simple. Ça, c'est un neurone, mais Frédéric vient de vous en montrer un, le corps, l'axone, qui est le grand câble électrique, et puis au bout, il y a des synapses. Si on zoome cette petite partie, bon, ça communique avec une autre synapse d'un autre neurone, il faut imaginer qu'ils sont deux et qu'ils se parlent. Si on zoome ça, eh bien, il y a un renflement synaptique, et là, les molécules de dopamine, d'acétylcholine, enfin de ce qui nous permet de fonctionner, les neurotransmetteurs, arrivent par des petites vésicules. Ces petites vésicules vont aller s'ouvrir dans la fente synaptique et l'autre
neurone va attraper les molécules, d'accord? Eh bien, l'alpha-synucléine, elle est là. Si on zoome cette vésicule, elle est là. Elle est collée à la vésicule et elle va permettre d'amarrer la vésicule à la membrane pour libérer la dopamine. Et quand l'alpha-synucléine, elle devient anormale, eh bien, elle fait des amas comme ça et elle accole les vésicules entre elles, mais elle ne permet plus aux vésicules de s'amarrer et de libérer la dopamine, l'acétylcholine, etc. Donc du coup, il y a moins de dopamine, d'acétylcholine qui sont libérées et il y a des accumulations dans les neurones. C'est ça l'alpha-synucléine normale et anormale. Alors peut-on maintenant, sachant que c'est la même protéine, que globalement, probablement, on n'est pas certain, mais les processus qui induisent l'accumulation sont les mêmes, peut-on distinguer les deux maladies? Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on de deux maladies? Puisqu'il y a une seule protéine. En fait, il y a plusieurs niveaux, vous allez le voir, mais il y a surtout deux grands niveaux. Il y a ce qu'on constate dans le mécanisme de la maladie. Par exemple, les cancers, ce sont tous des proliférations anormales de cellules. Tous. Et pourtant, on distingue plusieurs cancers. Et bien là, les maladies neurodégénératives, c'est un peu la même chose. Ce sont tous des accumulations de protéines anormales. Et pourtant, le tableau clinique, les symptômes ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc sur le plan, si on prend niveau par niveau, sur le plan épidémiologique, peut-on distinguer la maladie de Parkinson de la maladie à corps de Lévy? Alors la maladie de Parkinson, on a des données santé publique très bien connues. Santé publique France a un suivi des patients diagnostiqués, des patients traités. C'est 1% des plus de 60 ans, c'est 4% des plus de 80 ans. Et c'est une maladie qui a fortement augmenté sur les 20 dernières années. Donc on a une connaissance très précise de l'épidémiologie de la maladie de Parkinson. Juste pour la régie, les animations, elles ne marchent pas. Hein. Parce que normalement, les deux cadrans devaient apparaître après. La maladie à corps de Lévy, à l'opposé, on connaît très très peu de choses finalement. Les chiffres qu'on donne actuellement sont des estimations. Dans les bases de données de santé publique, on n'a pas ce diagnostic. Et puis, dans la base de la sécurité sociale, vu qu'il n'y a pas un critère spécifique maladie à corps de Lévy, eh bien malheureusement, on n'a pas de suivi précis. Donc sur le plan épidémiologique, c'est un peu difficile de comparer et de savoir si on peut les distinguer parce que de toute façon, il y en a une qui est très très bien connue et l'autre qui n'est pas vraiment connue. Sur le plan génétique, alors sur le plan génétique, on a beaucoup de données sur la maladie de Parkinson et on sait par exemple que les formes familiales représentent 15% des cas. Il y a plusieurs gènes qui ont été découverts, plusieurs anomalies sur certains gènes. Donc c'est ce qu'on appelle monogénique, c'est quand il y a une anomalie sur un gène et il y a 23 gènes qui sont concernés par une anomalie qui peut donner, donc là je les ai cités à titre d'exemple, mais qui peut donner une maladie de Parkinson. Et ce sont souvent les voies de production et d'élimination de l'alpha-synucléine, donc la protéine qui nous intéresse, et puis ça, ce sont des voies d'élimination. Ce sont, on va dire, c'est les éboueurs de la cellule. Dans la maladie à corps de Lévy, les formes familiales dans la littérature scientifique, elles sont exceptionnelles. Elles ne sont peut-être pas toutes reportées, mais en tout cas, elles sont exceptionnelles. On n'a pas vraiment identifié de gènes qui pourraient donner une maladie à corps de Lévy. On sait juste qu'il y a des facteurs de risque génétiques, et un facteur de risque, ça ne fait pas une forme familiale. Donc d'un côté, on a quand même une implication génétique qui est bien confirmée, même si ça n'est pas la majorité des cas, hein, c'est la minorité des cas dans la maladie de Parkinson, mais ça nous permet d'avoir des pistes de compréhension de la pathologie et potentiellement des traitements pour ces formes familiales, alors que pour l'instant, dans la maladie à corps de Lévy, c'est assez méconnu. On aurait pu s'attendre, si les deux maladies étaient vraiment identiques, à avoir les mêmes gènes dans la maladie à corps de Lévy, et ça n'est pas le cas. Concernant le diagnostic clinique, au moment du diagnostic, ça je pense qu'on est tous d'accord, ce ne sont pas les mêmes maladies. Il y a une maladie dont vous entendrez parler cet après-midi qui est très motrice, qui est la maladie de Parkinson, qui répond à certains critères et qui ne nécessite pas d'examen complémentaire, même si on fait régulièrement une imagerie, et surtout qui au début répond très très bien à la dopathérapie. Ce qui peut parfois être le cas des maladies à corps de Lévy, mais pas toujours. Donc là, on a une maladie qui est 100% motrice,
qui ne nécessite pas d'examen complémentaire et qui est très sensible. Il y a une lune de miel avec la L-Dopa et qui est relativement homogène. On voit apparaître dans la littérature scientifique de la maladie de Parkinson qu'il y a un petit peu plus d'hétérogénéité qu'on ne pensait pendant un temps. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie à corps de Lévy. La maladie à corps de Lévy, c'est avant tout une maladie cognitive, c'est-à-dire qu'il y a des troubles des fonctions intellectuelles et ces troubles, ils peuvent être mineurs ou majeurs. Ce n'est pas forcément majeur. Ensuite, il faut qu'il y ait d'autres signes de la maladie pour qu'on puisse parler de maladie à corps de Lévy. Donc effectivement, ça peut être les signes moteurs qui peuvent ressembler à une maladie de Parkinson, les hallucinations visuelles, la dysautonomie, donc on vous en parlera cet après-midi, bien sûr les fluctuations, et puis les troubles du comportement en sommeil paradoxal dont on a entendu parler tout à l'heure, et si possible, plus un biomarqueur, et ce biomarqueur, ça peut être le DASCAN, ça peut être la scintigraphie cardiaque qui montre une dénervation, ou ça peut être l'enregistrement du sommeil. Et il y a un délai qui est très arbitraire, mais qui est encore utilisé, où il faut qu'apparaissent de façon assez rapprochée ces symptômes, c'est-à-dire altération cognitive et symptômes moteurs. Pourquoi? Eh bien parce que vous verrez, la maladie de Parkinson, après, va évoluer. La dopathérapie, elle est peu ou pas efficace, en tout cas quand elle l'est, dans notre cohorte, elle l'est dans 60% des cas, mais ce ne sont pas du tout les mêmes critères d'efficacité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lune de miel, ou exceptionnellement comme dans la maladie de Parkinson, mais on a une réponse, on a une diminution des douleurs, on a une diminution des chutes, mais ça n'est pas le même profil de réponse que dans la maladie de Parkinson. Et c'est une maladie qui est très variable d'un patient à l'autre. Le mode d'entrée n'est pas toujours le même, la réponse thérapeutique n'est pas toujours la même, l'évolution n'est pas la même, ils sont vraiment extrêmement différents. Donc voilà pour l'aspect clinique, une maladie motrice versus une maladie qui est plutôt cognitive. La difficulté, elle n'est pas tellement au moment du diagnostic. La difficulté et le flou qui peut exister entre les deux maladies vient surtout de l'évolution, parce qu'au fil du temps, les patients qui souffrent de maladie de Parkinson peuvent, avec le temps, pas toujours, ressembler à des maladies à corps de Lévy. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de littérature sur les troubles cognitifs de la maladie de Parkinson. Et vous voyez, à peu près 25% des patients qui souffrent de maladie de Parkinson peuvent avoir des troubles cognitifs légers au moment du diagnostic. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 20 ans d'évolution, 80% des patients qui ont une maladie de Parkinson vont avoir des troubles cognitifs. Donc, in fine, après 20 ou 30 ans d'évolution, une maladie de Parkinson peut ressembler à une maladie à corps de Lévy. Donc, comment on diagnostique une maladie de Parkinson évoluée avec des troubles cognitifs et une maladie à corps de Lévy? Eh bien, un des critères pour dire maladie de Parkinson avec troubles cognitifs, c'est qu'il faut qu'il y ait eu des années avant un diagnostic de maladie de Parkinson. Donc ça, c'est un des premiers critères qu'on ne retrouve pas bien sûr dans la maladie à corps de Lévy, puisque ça peut commencer, et ça commence souvent d'ailleurs par une altération cognitive. Ensuite, le profil cognitif, il est détaillé dans la maladie de Parkinson avec au moins 2 domaines atteints et puis au moins un trouble du comportement. Ça, c'est assez similaire à ce qu'on peut voir dans la maladie à corps de Lévy, sauf que dans les critères, ça n'est pas exprimé comme ça. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait d'autres causes expliquant l'altération cognitive, donc pas d'autres causes d'altération cognitive, y compris neurodégénérative. Et puis, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire nécessaire et il y a surtout cette question de délai qui est importante puisque c'est plusieurs années, c'est souvent 15-20 ans après. Dans la maladie à corps de Lévy, c'est les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, ça débute par une altération cognitive et puis il y a tous les critères que je vous ai rappelés tout à l'heure avec des sensibilités aux psychotiques, une instabilité, les fluctuations et les hallucinations et les chutes précoces répétées, ce qui n'est pas le cas de la maladie de Parkinson. Donc une fois que ça a évolué, on peut parfois avoir des difficultés à les distinguer. Voilà, donc là il y a une petite fluctuation du... Vous voyez, c'est embêtant quand même les fluctuations, hein ? Voilà. Alors, cliniquement, les troubles cognitifs sont-ils les mêmes?
il faut aller... Alors, dans la littérature, il y a peu de publications qui comparent des grandes cohortes de troubles cognitifs de maladie de Parkinson et de troubles de cognitifs maladie à corps de Lévy. Dans la maladie de Parkinson, il y a deux profils qui sont assez distincts. Il y a le profil qu'on va appeler frontostriatal, ça c'est vraiment des références anatomiques, on va dire qui est plutôt antérieur et qui est en rapport avec l'atteinte dopaminergique. Et cette altération cognitive-là, elle est légère et souvent elle répond bien à la dopa, ce qui n'est pas le cas dans la maladie à corps de Lévy. Et puis à l'atteinte qui est plus, on va dire, postérieure et qui dépend de l'acétylcholine et qui est plutôt visuospatiale. Et cette altération cognitive-là, elle est plus tardive. Donc ça, c'est deux profils qui sont bien distingués. L'atteinte motrice, elle est plus sévère que dans la maladie à corps de Lévy, mais surtout, elle reste tout au long de la maladie sensible à la dopa, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que les patients qui ont des maladies à corps de Lévy vont avoir, des maladies de Parkinson, pardon, vont avoir des effets secondaires, et notamment des fluctuations motrices avec des mouvements anormaux, des périodes on-off que n'auront pas les patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy. Donc sur le plan moteur, ça reste sensible à la dopa tout au long de la maladie. Et enfin, la dépression est beaucoup plus fréquente chez les patients qui souffrent de maladies de Parkinson que chez les patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy, qui sont le plus souvent plus anxieux que dépressifs. Dans la maladie à corps de Lévy, on a clairement une atteinte cognitive qu'on appelle visio-constructive, c'est tout ce qui est visuel, illusion visuelle, perception visuelle, représentation visuospatiale. Donc ça, c'est très postérieur et ça contribue probablement à l'atteinte visuelle et à la production d'illusions visuelles. Il y a une atteinte du langage et notamment du manque du mot qui est plus importante que dans la maladie de Parkinson. Et les fluctuations, je ne vais pas revenir dessus, qui sont beaucoup plus fréquentes et plus importantes que dans la maladie de Parkinson et qui concernent tous les domaines, que ce soit la cognition, que ce soit les cauchemars, enfin tout ce qu'a expliqué Frédéric Blanc. Les hallucinations qui sont beaucoup plus fréquentes que dans la maladie de Parkinson et qui sont indépendantes de la prise médicamenteuse. Le plus souvent, c'est-à-dire que ça survient chez des patients que l'on dit naïfs de traitement, c'est-à-dire ça survient spontanément chez des gens qui ne sont pas traités, ce qui est plus rare dans la maladie de Parkinson, puisque tous les patients qui présentent une altération cognitive dans la maladie de Parkinson sont sous traitement et sont souvent évolués. Donc les hallucinations sont vraiment beaucoup plus fréquentes dans la maladie à corps de Lévy. Et puis il y a ce joli terme qui s'appelle pareidolie, je vous en ai mis un exemple ici. En fait, les pareidolies, ce sont des illusions d'optique. Vous savez, c'est le fait de voir un objet dans quelque chose qui n'a pas de forme. Les enfants le font dans les nuages, par exemple, de voir un visage sur un tronc d'arbre. Et donc, les patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy ont beaucoup plus de pareidolie que les patients souffrant de maladies de Parkinson ou que la population générale. On a tous un petit peu de pareidolie, hein. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est notre cerveau. Quand il regarde quelque chose, il fait toujours référence à un objet qu'il connaît. L'ordinateur cérébral fait ça. Donc, parfois, on va tomber sur une forme et notre cerveau va l'interpréter comme un visage, un animal, etc. Mais en tout cas, c'est plus fréquent et ça a été montré récemment par une équipe japonaise et on est en train de faire traduire le test pour discriminer les maladies à corps de Lévy des autres maladies neurodégénératives grâce à ce test. Ensuite, en imagerie. Alors, en imagerie, c'est la même chose que pour le reste. Finalement, il y a eu peu de comparaisons. On parle beaucoup de la distinction entre les deux maladies, mais il y a peu d'études qui cherchent cette distinction. Et en fait, la seule différence que l'on trouve en IRM, eh bien, c'est qu'il y a une diminution de la substance grise cérébrale dans 3 lobes, occipital, temporal et pariétal, dans la maladie à corps de Lévy. Le reste, il n'y a pas eu de différence décrite entre maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy. Ensuite, pour les autres examens, eh bien, alors il y a le PET scan ou le SPECT que vous connaissez peut-être, qui est une imagerie nucléaire. On injecte du sucre marqué, on regarde comment le cerveau utilise ce sucre, puisque c'est son métabolisme essentiel. Et ce qu'on voit, surtout, c'est que dans la maladie à corps de Lévy, c'est la partie antérieure du cingulum qui fonctionne moins bien, qui utilise moins bien le sucre.
Et donc ça, c'est concordant avec ce que vous montrait Frédéric sur la question des interrupteurs et notamment avec le singulaire antérieur. Concernant les autres examens, il y a peu de... Alors, ce sont des examens qui sont encore assez récents ou pour lesquels il n'y a pas encore d'études. On le verra après pour la neuropathologie. Il y a plus d'amyloïdes chez les patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy que chez les patients qui souffrent de maladies de Parkinson. Et pour l'instant, dans les marqueurs biologiques, il y en a peu qui existent qui sont spécifiques. Le dosage de l'alpha-synucléine anormal pour l'instant dans le liquide cérébrospinal est un peu un challenge. Donc on n'a pour l'instant pas de différence notable, mais les marqueurs ne sont pas encore au point, les marqueurs biologiques. En neuropathologie, alors ça c'est un grand débat. La neuropathologie, si vous savez, c'est on analyse les cerveaux chez les patients qui ont donné leur cerveau pour la recherche, mais on analyse toujours en fin de maladie, bien évidemment. Donc, il y a eu Heiko Braak, qui est un grand neuropathologiste allemand extrêmement connu dans le monde des maladies neurocognitives, qui a proposé une classification. C'est ce qu'il fait très bien. Il l'a fait pour la maladie d'Alzheimer. Et lui, son hypothèse, c'est que ça arrive par le bulbe olfactif, puis qu'ensuite, alors ça, c'est un cerveau de profil. Ici, il y a le tronc cérébral. Ensuite, il y a une apparition au niveau du tronc cérébral. Ça va monter vers le haut du tronc cérébral, puis ça va diffuser. Vous voyez, c'est ce qui est rose foncé dans le cortex. Ça, c'est son hypothèse. Après, il y a eu, ça c'est pour la maladie de Parkinson. Il y a eu d'autres classifications pour la maladie à corps de Lévy, notamment par McKees, qui est le pape de la maladie à corps de Lévy. Et puis, les autres classifications ont montré que les corps de Lévy, donc l'alpha-synucléine anormale, dans la maladie à corps de Lévy, étaient surtout dans le cortex. Et avec des zones chevauchantes comme la maladie de Parkinson, mais surtout dans le cortex, et surtout que plus souvent, il y avait aussi présent des protéines de la maladie d'Alzheimer, et que ces protéines, quand elles étaient présentes, elles étaient en quantité plus importante. D'accord ? Donc il y a deux grandes différences. C'est un, c'est surtout le cortex, et deux, il y a ce qu'on appelle beaucoup de copathologies, c'est-à-dire d'autres protéines qui sont présentes. Alors tous ces travaux sont en train d'être un peu contredits, mais je vais vous montrer après. Ça, c'est une synthèse des données neuropathologiques. Alors vous voyez, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Frédéric. En bleu, c'est les voies cholinergiques, donc ce sont les neurones qui s'échangent de l'acétylcholine. Et en rouge, c'est les voies dopaminergiques, donc ce sont les neurones qui s'échangent de la dopamine. Et ce qu'on voit, ça c'est une comparaison, maladie de Parkinson avec troubles cognitifs, maladie à corps de Lévy, maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on voit par exemple, c'est que le déficit dopaminergique, il est très important pour la maladie de Parkinson avec ou sans troubles cognitifs. Il est variable dans la maladie à corps de Lévy, il n'existe pas dans la maladie d'Alzheimer. Alors que le déficit cholinergique, il est important dans la maladie de Parkinson avec troubles cognitifs et dans la maladie à corps de Lévy, alors qu'il est minime dans la maladie de Parkinson. Pour ce qui est des dépôts d'alpha-synucléine, c'est surtout au niveau du cortex où il est important dans la maladie à corps de Lévy. Et au niveau limbique, donc ça c'est toutes les régions temporales où c'est commun pour maladie à corps de Lévy et maladie de Parkinson. Et la tauopathie, donc la présence d'une autre protéine qui s'appelle la tau, elle est fréquente dans la maladie à corps de Lévy, beaucoup moins dans la maladie de Parkinson. Et c'est pareil pour la bêta-amyloïde, qui est une autre protéine qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer, où elle est fréquente dans la maladie à corps de Lévy et surtout, elle a une configuration, une présentation, une intensité qui ressemble à celle de la maladie d'Alzheimer. Donc neuropathologiquement, même si on arrive en fin de maladie, on arrive à avoir des distinctions, à observer des distinctions entre les patients qui souffrent de maladie de Parkinson avec troubles cognitifs, des patients qui souffrent de maladie à corps de Lévy. Alors oui, je voulais juste vous faire une petite introduction sur. Vous allez avoir tout à l'heure quelque chose. Ah voilà, il me semblait bien que ça avait sauté une diapo. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces données neuropathologiques, où est la protéine, comment elle est que c'est pareil, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est un peu en train d'être contredite par une équipe danoise qui a publié cette année un papier qui s'appelle Brain First ou Body First, c'est-à-dire où débutent les dépôts d'alpha-synucléine. Est-ce que ça débute d'abord dans le cerveau ou est-ce que ça débute d'abord dans le corps? Et en fait, ils ont montré qu'il y avait deux
possibilités différentes et c'est peut-être ça qui distingue les deux. Donc ça, c'est vraiment très très récent. Il y a, c'est 2 fois la même, enfin bref, il y a, quand ça débute dans la périphérie, donc vous voyez, ça c'est l'étoile, c'est le mode de début, et ça va aller diffuser en périphérie, donc dans le système nerveux autonome, et ça va aller diffuser vers le cortex. Et l'autre hypothèse, c'est quand ça débute directement dans le cerveau, puis ça va aller diffuser dans le corps. Ce qui est paradoxal, quand ça débute dans le cerveau, c'est qu'on pourrait se dire, si ça débute dans le cerveau, le cortex, il est dans le cerveau, ça va aller plus facilement dans le cortex. Eh bien non. En fait, quand ça débute dans les parties très centrales du cerveau, ça évolue plus lentement et ça a tendance à rester très restreint pendant des années. Un petit peu comme la maladie de Parkinson avec ses symptômes moteurs et finalement les troubles cognitifs qui n'arrivent que 20 ans après. Alors que quand ça débute en périphérie, eh bien, ça monte plus facilement et plus rapidement dans le néocortex. Un petit peu comme la maladie à corps de Lévy qui, quand ils ont des troubles cognitifs au début de maladie, il y a quand même d'autres éléments comme ce qu'on appelle la dysautonomie, les variabilités de tension, etc. Donc une des hypothèses, c'est de dire quand le point de départ de l'alpha-synucléine est dans le cerveau, eh bien c'est le système de la dopamine qui est atteint avant d'atteindre l'autre système. Et quand le point de départ il est en périphérie, le système nerveux autonome, eh bien c'est le système nerveux autonome qui est atteint avant le système dopaminergique. Donc ce qu'ils ont conclu, donc là c'est des analyses qui sont faites, je vous l'ai dit, en fin de maladie, sur des cerveaux. Donc là ils vont chercher à le montrer sur l'animal. Donc l'hypothèse c'est qu'on a un profil de propagation qui est différent, un début qui est différent, un profil de propagation qui est différent à la fois en quantité, en intensité et en sévérité. C'est-à-dire que pourquoi ça propage plus vite quand ça débute en périphérie? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est véritablement la même alpha-synucléine? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, si on reprend les points essentiels des différences qu'il y a entre maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy, si on parle de la protéine, c'est la même protéine de ce que l'on sait pour l'instant, même si elle ne se comporte pas de la même façon. Si on parle de la clinique, clairement, ce sont deux entités différentes avec un mode d'entrée qui est différent dans la très grande majorité des cas, même si parfois les patients qui souffrent de maladie à corps de Lévy ont un début moteur, il est souvent différent des patients qui souffrent de maladie de Parkinson. Donc la démarche diagnostique est différente, le délai diagnostique malheureusement aussi est différent, les prises en charge thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses sont différentes. Un patient qui a une maladie à corps de Lévy ne va pas forcément avoir besoin de DOPA, alors que ce n'est jamais le cas de patients qui souffrent de maladie de Parkinson. Il y a l'intolérance médicamenteuse, par exemple des agonistes dopaminergiques, qui est un médicament qu'on donne dans la maladie de Parkinson, qui est extrêmement souvent très mal toléré dans la maladie à corps de Lévy, alors que ces médicaments sont efficaces et très bien tolérés dans la maladie de Parkinson. Et puis bien sûr, l'information aux familles n'est pas la même sur l'évolution, sur les fluctuations, sur les cauchemars, sur les hallucinations, etc. La propagation de la protéine n'est pas la même. La présence d'autres protéines, et notamment celle de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau des patients, n'est pas la même. Et tous ces mécanismes du pourquoi finalement ces protéines se comportent différemment, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est le même spectre de maladie ou pas? Franchement, aujourd'hui, quand on fait la littérature scientifique, finalement, on n'est pas vraiment capable de le dire. Mais je dirais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on puisse cliniquement distinguer les entités et offrir une prise en charge spécifique aux patients. Parce que finalement, le fait de dire que c'est le même spectre, à l'avenir, on va voir que toutes ces maladies sont très très chevauchantes et on commence déjà à le voir avec les nouvelles imageries et que les patients qu'on pensait qui n'avaient qu'une maladie, en fait, se rendent compte qu'ils ont plusieurs protéines dans leur cerveau, etc. Donc le fait que ce soit le même spectre ou pas, le seul avantage, si c'est vraiment la même protéine, c'est de dire si un jour on a un traitement contre cette protéine, eh bien elle pourrait être applicable, le traitement pourrait être applicable à la maladie de Parkinson et à la maladie de corps de Lévy. En tout cas, aujourd'hui,
On n'a pas les données pour dire si elles sont vraiment différentes ou pas, parce qu'on a peu de cohortes comparatives, c'est-à-dire on a peu de groupes de patients qui comparent vraiment maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy. On a un intérêt clairement à maintenir les deux entités. Les enjeux de la recherche ne sont pas du tout les mêmes. Quand bien même on aurait, et ça c'est une erreur actuellement dans le développement, même si on avait exactement le même traitement contre l'alpha-synucléine et que ce traitement était efficace, on ne pourrait pas attendre la même chose dans les deux maladies. Et donc on ne doit pas mettre les mêmes critères d'efficacité. Donc ça c'est vraiment important parce que si on mélange tous les patients dans un même groupe, ben, ça sera bien difficile de montrer une efficacité. Par exemple, maladie de Parkinson, on peut dire l'évolution de la marche ou l'évolution du tremblement. Et dans la maladie à corps de Lévy, eh bien, ce sera d'autres critères. Pourquoi? Parce que la protéine se trouve en d'autres endroits du cerveau. Donc on a vraiment un intérêt dans la recherche thérapeutique à distinguer les deux entités, et un intérêt dans la prise en charge générale, puisque vous avez vu, c'est une maladie qui est assez diffuse. Et par exemple, nous, on fait systématiquement un enregistrement du sommeil et on essaye, quand on peut, de prendre systématiquement en charge, notamment le syndrome d'apnée du sommeil, avec parfois des améliorations qui sont spectaculaires. Donc la conclusion, c'est, pour moi, ce sont deux entités cliniques différentes qui nécessitent une démarche diagnostique différente, un traitement différent, un développement thérapeutique différent, même si, in fine, on a une protéine qui est peut-être la même dans les deux maladies. Je vous remercie de votre attention et on peut répondre aux questions.